d'art qui intègre Il énormément de nouvelles... l'intègre et il est hologramme. Voilà, voilà, voilà. Et avec beaucoup de nouvelles technologies, avec l'impression, avec le numérique, le virtuel, que tout devient possible. Ça, c'est aussi... Enfin, il y a C'est ça. une impression que tous ces espaces, on peut les recréer. Or, il y a quand même des choses pour le ressenti, Voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est intéressant à chaque fois, que ça convoque des émotions à chaque fois. Non, non. Mais je pense à Mariko Mori plus précisément, et on va conclure là-dessus en ce qui me concerne, mais je ne peux rien montrer, donc c'est dommage. Mariko Mori, c'est une artiste japonaise, comme son nom peut lui laisser soupçonner, qui est née en 67, donc vous voyez, elle a une quarantaine d'années. Et elle a réalisé en 2003 un objet assez étrange, ça fait un peu secoupe volante, oblong, comme ça, dans lequel on fait naître, donc un petit escalier, j'ai une image là, mais bon. Et en fait, le spectateur s'allonge dans cette cellule et on lui place des capteurs sur la tête. Enfin, il y a une sorte de... Voilà. Et en fait, les émotions que vous ressentez vont être visualisées au plafond de la cellule, quoi. Donc en fait, c'est vous qui, quelque part, en fonction de votre état, alors émotionnel au sens rythme cardiaque, enfin des choses assez physiologiques, par ces capteurs, ces informations sont décryptées et retransmises en images, alors plus ou moins abstraites, enfin chacun reprojette aussi dans l'image abstraite un peu de figuration, selon ce qui se passe avec le texte de Rochard, dès qu'on voit des taches, on voit des images. Et voilà, donc ça c'est 2003, mine de rien, c'est déjà presque 10 ans. C'est des choses qui se font réellement, qui ne sont pas du domaine simplement de la discussion, et c'est une œuvre d'art qui a non pas été faite de façon ludique, c'est une œuvre d'art. C'est pas un truc pour montrer des possibilités technologiques. Voilà. Il y a aussi des planchers, par exemple, lumineux, où le fait de bouger déclenche un son. Oui. Et où, par conséquent, le fait de bouger rythmiquement d'une certaine façon permet de générer, peut-être pas des mélodies, encore qu'on puisse le faire, mais au moins des éléments rythmiques cohérents. Et il y a eu des chorégraphes qui ont essayé de faire danser leurs danseurs sur ce genre d'installation. Et ils racontent que c'est extrêmement compliqué parce que le réflexe que l'on a, c'est de s'immobiliser pour retrouver le contrôle à certains moments. Or, ça ne marche bien que lorsqu'on est fluide et qu'on a décidé de bouger et d'accompagner, de laisser le son vous accompagner au lieu d'essayer de le provoquer. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça pose un problème. Il y a une chose qui m'étonne aussi dans ce que tu racontes, qui m'intéresse par la démarche que tu racontes, c'est qu'on a tendance à penser que, comme tu dis, le XVIIe siècle ou même le XVe, les choses comme ça, c'était de la peinture et de la représentation. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette peinture, cette représentation 2D, qu'on comprend, il y a un personnage qui est là, derrière il y a un palais, où il y a la Sainte Vierge et il y a l'ange devant, il y a tout un travail de signes, de symbolique, de mise en place qui fait que le spectateur de cette époque-là ne voyait pas simplement la Sainte Vierge avec l'ange qui lui tendait le lys, mais il voyait toute une référence, et par-dessus cette référence, une interprétation à la référence, et par-dessus ça, une ironie par rapport à l'interprétation qui faisait qu'il y avait tout un travail. On regarde, par exemple, l'un des exemples classiques, c'est les époux Arnolfini, le célèbre tableau. Vous avez monsieur et madame qui se tiennent la main, ils sont comme ça, il y a le lit derrière, puis il y a le miroir en sorcière, ils sont joués, elle est en vert, il a un beau costume et tout ça. Bon, c'est un monsieur et une madame, ils tiennent la main, ils vont se parler. Mais c'est pas ça du tout. C'est une œuvre de mariage, ce qui veut dire qu'il y a tout un tas de symboles à l'intérieur du tableau qui font qu'on leur souhaite une longue vie, on leur souhaite des enfants, et on met les choses en place. Et on dit que madame n'a jamais été mariée, on dit que monsieur par contre l'a été, et on l'explique avec toutes ces façons. Et l'artiste porte un certain regard, qui est un regard critique sur ces personnes-là, et construit l'histoire. Et ce que l'on voit, c'est pas un tableau, c'est une histoire. Mais on a perdu ce langage-là. Et on est en train de le reconstituer par des choses comme ces installations, par des choses comme quelquefois l'art conceptuel, où on dit, puisque nous ne pouvons pas tous tomber d'accord sur un langage commun parce qu'on a perdu ça, je vais vous fournir le langage et à la limite, l'œuvre viendra après. C'est-à-dire, ce que je vous vends, c'est le fait qu'il existe un code. On ne peut pas imaginer que, par exemple, des tableaux aient fait scandale, je pense à un tableau de Caravage qui est très célèbre, qui a fait un horrible scandale, qui a été retiré de la vue au bout de 2-3 jours. Pourquoi ? Il représente la Sainte Vierge, habillée, Jésus, jeune enfant, habillé, en train d'écraser le serpent, qui représente le mal. Et donc, la Sainte Vierge pose son pied sur le pied de Jésus pour lui apprendre à écraser le serpent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est profondément scandaleux.
Non, vous voyez pas pourquoi. Ben, c'est bête. Simplement que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il sait déjà tout ça. Sa mère n'a rien à lui apprendre. Qu'est-ce que c'est que cette bonne femme qui se mêle de lui apprendre à écraser le serpent? C'est quand même le Fils de Dieu, merde. Vous n'allez pas accrocher ça dans l'église. Vous regardez un tableau, vous avez remarquable composition, le serpent, l'image, la lumière qui vient de dessus, la Sainte Vierge, vraiment maternelle, guidant le pied de Jésus. Mais vous avez en face de vous, 7 siècles plus tôt, des gens qui vous disent « c'est totalement inconcevable ». Vous voyez ce que je veux dire? On a perdu ce langage-là. On a perdu un rapport à l'art qui était un rapport consensuel et commun qui disait « les choses disent ça parce que nous avons appris à les lire ». Et maintenant, nous n'avons plus appris ça parce qu'on ne fréquente plus les lieux où il y avait de l'art, qui étaient à l'époque les églises, basiquement. Et on a perdu cette communalité de pensée qui fait que nous regardons les choses de la même façon. C'est très bien. Ça veut dire que nous, artistes, nous sommes obligés de vous fournir à la fois l'œuvre et sa signification. Et ça, nous les écrivains, on peut y arriver parce qu'on écrit, mais pour les artistes du XXe siècle ou du XXIe siècle, ça a posé énormément de problèmes. Je sais pas ce que tu en penses, toi, en tant qu'historien d'art. Je ne suis pas historien d'art. Hein. Enfin, en tant que... Je suis praticien, humblement. Et professeur oui, bon, bah, j'ai quand même... aussi. Okay. Moi, je trouve que c'est juste, en grande partie, tout ce qui vient d'être dit. Évidemment que c'est tout aussi complexe de lire l'art ancien que l'art d'aujourd'hui, sans référent un peu spécifique lié à l'époque. Ne serait-ce que comprendre la façon dont s'organise la couleur sur un tableau, à l'époque où il n'y avait pas l'électricité. Enfin, oui, il y a des choses basiques, mais auxquelles on ne pense jamais. On se dit, mais pourquoi c'est les clairs-obscurs, comment ça marche, etc. Et remettez Rubens dans son, je sais pas, par exemple, dans son contexte, et dans des maisons où il n'y a pas l'électricité, et où les carreaux, c'est fait avec des culs de bouteille. Oui, c'est juste un petit même le rapport à l'image. Je pense au retable d'Isenheim, si on s'en remet à l'époque, il faut penser que c'est peut-être la seule image que voit la personne. Quoi. Absolument. Oui, c'est impressionnant. Donc il faut revoir la façon de penser, de concevoir. Alors, absolument. Alors, peut-être dans l'art qui se produit ou qui se fait aujourd'hui, on a moins de décalage. A priori, on devrait avoir moins de décalage pour justement avoir accès à ce qui est à l'art d'aujourd'hui. Mais le fait est, c'est que l'art d'aujourd'hui, il ne vient pas de nulle part, il se construit aussi beaucoup par référence à des œuvres qui ont été faites précédemment, mais comme je pense qu'il y a en littérature, les écrivains se réfèrent parfois à des écrivains qui les ont précédés ou qu'ils aiment bien, il y a toujours des choses comme ça, en musique aussi, etc. Et c'est ce qui fait que si on a décroché à un moment donné de cette histoire un peu spécifique des arts plastiques et visuels, c'est compliqué de comprendre les signes qui sont en jeu dans telle ou telle œuvre. Je suis très frustré. Oui, de ne pas pouvoir montrer d'image. Ben oui. Bon, mais je vais prendre un travail d'un artiste tout à fait contemporain, qui s'appelle Michel Jaffrenou. Éventuellement, tout à l'heure, vous pourrez venir voir aussi quelques... Ouais, peut-être, parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu... Mais... Il y a déjà un truc, je profite voilà. de l'incite. Je ne sais pas si vous pouvez voir, non, vous n'allez rien voir. On verra rien, c'est trop lumineux ici. Donc... Bon, je vais le montrer. Voilà. Donc ça date de quand Ça, c'est 95. Mais... Donc, bon, je sais pas simplement, si... voilà, non, ça c'est total. Donc ça c'est 1995, c'est vraiment récent, c'est Michel Jaffrenou, c'est c'est pas des choses de grande diffusion publique hein, non plus. Hein, bon. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est l'image typiquement que vous allez trouver à l'imaginaire plutôt charmant ou je ne sais quoi. Mais si vous n'avez pas les référents, cette image est incompréhensible. Si vous avez le référent, et quel référent? C'est la très grande figure du début du XXe siècle de l'histoire de l'art. C'est l'équivalent, c'est aussi important qu'Einstein pour les physiciens, c'est Marcel Duchamp. Et tout d'un coup, ce travail de Michel Jaffrenou consiste à réunir tous les signes de Marcel Duchamp en une seule et même image. Absolument.